Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette table ronde et merci d'être avec nous. Alors il n'y a rien, oui, qui s'affiche, ça vient. Merci d'être avec nous ce matin, ce dimanche matin. Donc une table ronde intitulée « Mieux voir les tableaux, une affaire de motifs ». Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre ? Eh bien, une réflexion proposée à l'origine par trois chercheurs en sémiotique, spécialistes en sciences du langage, Pierluigi Basso, qui est à mes côtés, John Maria Torre, qui est également à mes côtés, et vous avez vu dans le programme que devait intervenir normalement, initialement, Marion Collat-Blaise, qui est également professeur de linguistique à l'Université du Luxembourg, mais qui, malheureusement, pour des raisons de santé, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc nous aurons deux intervenants. Tous les trois sont impliqués dans un important projet sur lequel on va revenir au cours de cette séance, le projet Augmented Artworks Analysis, projet auquel j'ai le plaisir d'être associé. Et dans le cadre de ce projet, il nous propose aujourd'hui une réflexion sur la notion de motif. En quoi le motif peut nous aider à mieux voir les tableaux et en quoi les outils numériques d'aujourd'hui peuvent nous aider à constituer des corpus qui permettent la mise en relief de relations intertextuelles entre les œuvres à travers le prisme du motif. Mais qu'est-ce qu'un motif ? Le terme est un impensé dans le champ sémantique des beaux-arts jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il semblerait que ce soit Eugène Delacroix qui l'utilise pour la première fois, en l'empruntant d'ailleurs à l'univers de la musique. Dans son journal du 13 avril 1853, Delacroix écrit « Les dernières touches, destinées à mettre de l'accord entre les parties, ôtent de la fraîcheur. Je compare ces retouches assassines à ces ritournelles banales qui terminent tous les airs et à ces espaces insignifiants que le musicien est forcé de placer entre les parties intéressantes de son ouvrage pour conduire d'un motif à l'autre ou les faire valoir. » Une vision pas très positive du motif, dont la fonction servirait à faire du remplissage finalement, si l'on en croit Delacroix, mais cette approche va très vite évoluer et ouvrir vers un champ sémantique beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste. À l'origine, dans le latin de basse époque, le mot motivus signifie mobile et dérive de movere, mouvoir. Et le motif, c'est à la fois le mobile, ce qui nous pousse à bouger, mais aussi ce qui nous pousse à entreprendre quelque chose. Bientôt, le terme va devenir un terme d'atelier, notamment chez les impressionnistes. On va travailler sur le motif, avec cette idée de déplacement. Mais le motif peut aussi être le mobile, comme chez Cézanne, qui va au motif. Et plus largement aussi, par extension, le motif peut devenir un objet plastique qui devient l'objet même de l'œuvre. Par exemple, le haricot chez Viala, les rayures chez Buren, qui sont les motifs qui permettent d'identifier immédiatement l'artiste. Plus largement, en histoire de l'art, un motif désigne désormais un élément récurrent qui revient dans une ou plusieurs œuvres d'art. Le motif se définit donc par sa capacité à revenir, à faire retour, mais aussi à contribuer à structurer le sens de l'œuvre. Et pourtant, et c'est sans doute là la difficulté qui va être abordée aujourd'hui, c'est que le motif n'est ni le sujet ni le thème de l'œuvre. Cela peut être une forme, un détail, une couleur, un effet de matière ou une composition qui se retrouve dans différentes œuvres. Le repérage des motifs est une des modalités qui permet d'étudier les relations d'intertextualité entre les œuvres et ainsi d'enrichir la confrontation avec le tableau et sa compréhension et de permettre de mieux le voir. Mais comment repérer ces motifs ? Comment repérer leur migration, leur hybridation d'une œuvre à l'autre ? Comment les mettre en évidence ? Dans quelle mesure les outils numériques actuels sont en mesure de nous faciliter leur reconnaissance et leur visualisation ? Quelles sont les possibilités et les limites actuelles des outils numériques de reconnaissance de forme ? Voilà en quelques mots les enjeux de cette table ronde qui sera nourrie donc par les contributions de nos deux éminents spécialistes en sémiotique. Et je pense que c'est assez inhabituel dans ce festival d'entendre des sémioticiens qui contribuent et qui vont permettre de dialoguer avec des historiens de l'art aujourd'hui.
Donc à la suite de leur intervention, on pourra s'engager un dialogue avec vous, justement pour avoir cette discussion entre historiens de l'art, sémioticiens et non spécialistes, comme vous le souhaitez. Alors le premier intervenant, je les présente tous les deux, Pierluigi Basso Fossali. Il est professeur en sciences du langage à l'université Lumière Lyon 2. Il est également le directeur du laboratoire ICAR, Interaction, Corpus, Apprentissage, Représentation, une importante unité de recherche du CNRS qui associe différents établissements lyonnais, notamment l'ENS de Lyon, l'université Lyon 2, et un laboratoire spécialisé dans l'étude des usages linguistiques et dans la prise en compte des nouveaux médias numériques. Auparavant, il a déjà dirigé plusieurs structures de recherche spécialisées en sémiotique. Il a été le fondateur du laboratoire international de sémiotique à Venise. Il a été le coordinateur du laboratoire de sémiotique de la communication Semiotica Viva à l'université de Milan. Et il a été président pendant de nombreuses années de l'Association française de sémiotique. Ses domaines de recherche portent sur la sémiotique des cultures, la sémiotique visuelle, qui inclut le cinéma, la photographie, la peinture, la sémiotique des pratiques interactionnelles, la sémantique interprétative, les théories de l'énonciation, la sémiotique du corps, les théories de la perception, la sémiotique des passions, les théories de l'art et de la créativité, la pragmatique et la musique contemporaine. Donc une palette très riche. Il est l'auteur de très nombreux articles et ouvrages dont je me limiterai à vous donner une toute petite sélection parmi les plus récents. Il a dirigé ou co-dirigé récemment Créativité sémiotique et institutions du sens dans la dialectique entre l'individuel et le collectif, qui a été publié en 2021 aux presses universitaires de Limoges, Des Accords, à la recherche de la différence propice, publié par l'Association française de sémiotique en 2021, Utopie et formes de vie, mythes, valeurs et matières, publié chez CAMS en 2019, Vers une écologie sémiotique de la culture, perception, gestion et réappropriation du sens chez Lambert Lucas en 2017, La notion de paradigme dans les sciences du langage, Presse universitaire de Liège en 2017, et je m'arrête là parce que la liste est très longue. Et il nous propose aujourd'hui une intervention qui porte sur le suicide en peinture entre détail, motif et genre, mais il interviendra en seconde position. En fait, je les ai présentés par ordre alphabétique. Et puis, donc, le premier intervenant sera Gianmaria Torre, qui est professeur en sciences médiatiques à l'Université du Luxembourg. Ses travaux portent sur le dialogue entre la sémiotique et les sciences du langage d'une part, et l'étude des arts et des médias d'autre part. Il collabore depuis une douzaine d'années avec de très nombreuses institutions culturelles au Luxembourg, dont la Cinémathèque de Luxembourg, le Casino Luxembourg, qui est un forum d'art contemporain, le MUDAM, qui est le musée d'art contemporain du Luxembourg, la Luxembourg Art Week, et ses principales recherches en cours portent sur l'étude des formes sémiotiques dans les arts et les médias, l'analyse d'œuvres, les théories et l'histoire des arts, et il s'intéresse plus particulièrement aux notions de réflexivité, de mise en abîme, aussi à la notion de spectaculaire et aux répétitions. Il s'intéresse aussi dans le domaine du cinéma à l'analyse de films, à la théorie, à l'histoire et à l'esthétique du cinéma. Et dans le champ des médias, il s'intéresse à l'étude de la communication, à la théorie et à l'histoire des médias. Alors, il est également l'auteur de très très nombreux articles et ouvrages. À nouveau, donc, une toute petite sélection. On lui doit Répétition et reproduction dans les arts et médias, paru chez Mimesis en 2021. Comprendre la mise en abîme, arts et médias au second degré, aux presses universitaires de Rennes en 2019. L'énonciation aujourd'hui, un concept clé des sciences du langage chez Lambert Lucas 2016. Parlons musée, panorama des théories et des pratiques, publié chez Binsfeld au Luxembourg en 2014. Et il prépare actuellement une monographie sur l'analyse filmique. Le titre de son intervention, Les motifs de la peinture, bonheur et impasse des études par collection d'images ou l'émergence du diagramme de Courbet, qui va donc très prochainement vous être proposé. Tous les deux sont les cofondateurs de la revue internationale Signata, Annales des sémiotiques, qui est une revue accessible librement sur le journal openedition.org. Et tous les deux sont les porteurs d'un important projet franco-luxembourgeois financé pour la partie française par l'Agence nationale de la recherche et pour la partie luxembourgeoise par le Fonds national de la recherche du Luxembourg. Le projet
Augmented Artworks Analysis, est un projet qui vise à produire un dispositif d'analyse d'un corpus d'œuvres à partir des collections de 3 musées partenaires. Donc il y a 3 musées partenaires pour ce projet, qui sont le Musée des Beaux-Arts de Lyon, le Palais des Beaux-Arts de Lille et le Musée d'Art et d'Histoire du Luxembourg. Le projet réunit principalement des spécialistes en sémiotique, en informatique et en histoire de l'art, issus de 7 laboratoires de recherche en France, au Luxembourg et en Belgique, et regroupe une trentaine de chercheurs. Il est centré autour de la notion d'œuvre d'art augmentée et il vise à produire un dispositif numérique analytique propre à mettre en évidence différentes strates d'une œuvre d'art, une manière d'étudier par palier l'organisation plastique de l'œuvre, avec ses textures, avec sa couleur, les couleurs, la composition, mais c'est aussi la dimension figurative et narrative qui peut être étudiée, où on étudie donc les personnages, le genre de l'œuvre, et c'est la dimension esthétique également qui peut être prise en compte, où entrent en jeu évidemment les sensibilités des spectateurs. L'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il s'expérimente devant les œuvres, in situ. Donc on est obligé d'être confronté physiquement à l'œuvre d'art. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait chez soi derrière son ordinateur. Donc c'est le grand intérêt, c'est qu'on est absolument présent devant l'œuvre et devant sa matérialité. Et à cette idée d'œuvre d'art augmentée est associée une deuxième grande idée qui est celle du musée complémentaire, qui consiste à tisser des liens entre les œuvres exposées in situ et les œuvres d'autres musées, alors de manière privilégiée avec les 2 autres musées complémentaires, mais plus largement à travers de grands corpus d'images. À la base de ce dispositif augmenté, il s'agit de saisir, et c'est ce qu'ils vont nous montrer aujourd'hui, des généalogies, saisir des dialogues intertextuels, afin donc de produire une méthode d'analyse augmentée des images apte à fédérer les approches de l'histoire de l'art et la sémiotique, de manière à repenser une histoire des formes, un peu dans la lignée de celle qu'avait proposée Henri Faucillon au début du XXe siècle, mais qui aujourd'hui peut être repensée justement grâce à cet outillage numérique qui permet d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais leur laisser la parole. Donc, John Maria en premier. Alors, je vous propose de regarder plutôt ici que là, mais bon, si vous voulez vous rapprocher, n'hésitez pas. Voilà, c'est comme ça. Oui, on a des problèmes de luminosité, mais ouais, on peut bien y faire. Ouais. Je vais faire une exposition des détails. Ça va être difficile de voir des détails là. En plus, ça clignote. On attend un technicien, mais on attend un technicien. Bon, j'y vais. Est-ce qu'on peut augmenter aussi l'intensité de la projection? Bon. Voilà. Bon. OK. Alors, voilà. Venez si vous voulez pour voir mieux sur mon ordinateur. Alors, la question que je voudrais vous présenter est très simple. De quoi parle un tableau ou qu'est-ce qu'il nous donne à voir? À partir de son élément le plus caractéristique, son motif. La démarche que je voudrais emprunter est un peu moins simple. Elle consiste à aborder les motifs comme quelque chose qui devient visible, intelligible, à partir d'une confrontation d'un tableau avec d'autres tableaux ou images. Le problème que je voudrais soulever, enfin, est très délicat. À l'ère de l'accès à une réserve d'images sans limite, que gagnons-nous en termes de vision et connaissance de la peinture? À l'ère de l'aide numérique à la mobilisation et manipulation d'images, combien est-il plus facile de déterminer le motif du tableau? Alors, je vous présenterai quelques pistes à partir d'un grand cas d'étude, l'œuvre de Gustave Courbet. Courbet, à des rarissimes exceptions près, a peint des tableaux avec très peu de personnages et d'actions, et de plus, ces tableaux sont reliés à des genres bien connus. Surtout, il est considéré le champion d'un style, le réalisme. Peu d'artistes ont ce privilège de passer à l'histoire comme les meilleurs exemplaires d'un style.
En somme, Courbet semblerait présenter une œuvre catégorisable aisément en motif, en genre, en style, avec des sujets souvent simples. Voici donc ce qui va nous intéresser, ces catégorisations du contenu du tableau, le motif, le sujet, le genre et le style, si faciles à employer comme filtre dans des recherches automatisées sur des vastes ensembles d'images. Alors j'anticipe la conclusion. Précisément, si elles sont entendues comme des catégories et donc définies à l'avance, si elles reposent sur un savoir préétabli, elles risquent d'empêcher une connaissance expérimentale, une confrontation avec les tableaux, une vision et une compréhension active. Ainsi, ce que je voudrais illustrer, c'est une conception autre et j'espère féconde du motif. Commençons donc par une partie de l'œuvre de Courbet on ne peut plus simple, où la définition du motif et du genre se montre comme étant évidente et apparemment convenue. C'est sa série des tableaux des fleurs. Ah, je ne sais pas changer de PowerPoint. Voilà. Donc, à partir de 1862, Courbet en peint de nombreux. Il est très aisé de déceler la filiation avec l'art des Pays-Bas du XVIIe et XVIIIe siècle, évidemment, et à la fois... Voilà. Et à la fois... la confrontation avec l'un des rares peintres français de la génération précédente avec lesquels Courbet ait voulu se confronter, Delacroix. Rappelons alors que c'est aux Pays-Bas, au début du XVIIe siècle, que les genres se profilent et codifient, et qu'au XIXe, en France, Delacroix s'y attaque aussi, à la surprise générale, avec une série destinée au Salon de 1849. L'essentiel, donc, semblerait être dit. Le classement généalogique de ces pans de la production de Courbet est immédiat et clair. Mais je ne crois pas que cette démarche nous dise l'essentiel. Voilà. Voilà. Regardons mieux. Prenons cette reprise que vous pouvez imaginer. Prenons cette reprise on ne peut plus claire de la peinture néerlandaise. Demandons-nous pour commencer s'il n'y a pas une différence d'ordre esthétique et combien elle est importante pour bien voir et comprendre le Courbet. Notre but n'est pas de classer un tableau, mais de l'associer à d'autres pour les comprendre et mieux voir. Observons que chez Courbet, l'émergence des formes par rapport au fond, le jeu sur la profondeur, la détermination gestaltiste des objets, ici les végétaux, n'est pas comparable à celle de la peinture néerlandaise. Ajoutons que d'autre part, cette émergence précise, minutieuse, spectaculaire des figures végétales était exactement les traits caractéristiques du genre. L'invention de Jan Bruegel l'Ancien, poussée encore plus loin par Jan Davis de Heem et que Huysum prolonge tout en cherchant à naturaliser, c'est le fond obscur, d'une part, et le détachement d'une étonnante variété de fleurs, chacune avec ses formes et couleurs, d'autre part. Le relief, présent même dans les vases, la distinction de chaque fleur, la splendeur plurielle et à la fois unitaire de la composition virtuose dans son illusionnisme et artifice, sa complexité et compacité, mais aussi, nous le savons, son sens spirituel, quel qu'il soit, des fleurs qui fleurissent à des époques différentes et symbolisant chacune un état d'âme différent, tout cela devient terriblement terne, opaque et à la fois plat, pratiquement sans fond ni relief chez Courbet. Ni illusion optique, ni illusion spirituelle donc. Rien de ce qui avait été le motif de la peinture néerlandaise. Et les fleurs chez Delacroix, alors. Delacroix s'attaque aux fleurs dans un projet d'expérimenter l'intensité des couleurs et par là un nouveau vitalisme pictural au prétexte d'une nature morte. Les fleurs sont les nouvelles protagonistes de ces scènes dramatiques. Mais rien de tel chez Courbet.
Les fleurs nous interrogent plutôt. Qu'est-ce que cette montagne de fleurs qui couvre un banc au pied d'un arbre? C'est encore opaque et en plus disproportionné. Mais si nous gardons une telle lecture des fleurs de Courbet comme d'un mur pictural qui s'impose au détriment de la composition, nous comprenons mieux cet autre tableau. La femme semble collée et aux fleurs et au ciel. Son traitement est complètement hétérogène. Elle se présente comme une seconde zone de la peinture. C'est un nouveau motif, pourrait-on dire. Fleur ou pas fleur, il y a un personnage de profil 3/4 qui semble orienter autrement la composition, ainsi que la présence de l'humain en seconde zone, comme nous verrons mieux plus tard chez Courbet. Pour l'instant, prenons en considération cette autre toile de Courbet de la même période de ses treillis et parmi ses compositions les plus étonnantes. Étonnant car ce tableau lui avait été commandité comme un portrait de villégiature et qu'il est difficile d'y voir autant le portrait que la villégiature. Ce qu'on y voit, c'est une stupéfiante masse de cheveux roux. Tel le treillis qui fait masse dans les tableaux floréals et réduit les femmes, et ici même la femme à qui appartient la chevelure rousse, à des figures de second plan, dans une composition visiblement écrasée, disproportionnée et en somme anti-illusionniste. L'abstraction des Manet n'est pas lointaine, bien sûr, mais aussi la sensualité des post-impressionnistes, nous y reviendrons. On remarque aussi, entre les treillis et les trois anglaises, la proximité de la palette. En somme, la proximité de ces tableaux est toute esthétique et sémiotique et n'est pas liée au genre ni au motif. À moins que nous n'épousions une autre conception du motif liée à l'expérience de la vision et interprétation, ce qui constituera notre programme maintenant. Prolongeons l'exploration de l'œuvre de Courbet. On y voit un attachement insolite au motif de la chevelure féminine. Sa production la plus célèbre dans ce genre, c'est la série de 4 tableaux de Jo l'Irlandaise, amie de Whistler, que Courbet peint toujours dans ces mêmes années. Observons maintenant ces 3 tableaux réunis. De leur titre, il y a bien quelque chose qui se répète dans la différence. La jeune fille ou le treillis, les Anglaises à la fenêtre, Jo l'Irlandaise. C'est dire que leur voisinage se déplace d'un tableau à l'autre, mais aussi d'un niveau à l'autre. Limitons-nous à ceci, une sorte de motif de la coulée naturelle des fleurs ou des cheveux des femmes, comme zone dominante de la composition qui ainsi marginalise le reste. Remarquons que le motif ainsi conçu n'est pas tout à fait une figure, il n'est pas tout à fait figuratif, mais n'est pas pour autant simplement plastique. Le motif est en fait proprement pictural, à savoir forcément la synthèse dynamique des deux. Elle est dynamique car il va avec la traversée active que nous ferons du et des tableaux. Regardons mieux avec ce tableau majeur de Courbet. Ici sont présents autant les motifs de la chevelure féminine, que nous avons déjà vu comme un bouquet sauvage, que les motifs du bouquet, que nous avons déjà vu comme un appel étrange. La richesse s'impose au sein de cette grande toile assez dépouillée qu'il faut observer en vrai, et je ne pourrais pas analyser ici. Limitons-nous à nous demander si on peut soutenir que la chevelure féminine et les bouquets sont des motifs de ce tableau. Et pour répondre, élargissons le discours jusqu'au sujet et au genre. Assurément, il s'agit ici d'un tableau érotique. Il serait facile d'y voir l'un des motifs caractéristiques du genre, le motif de la femme nue couchée, et plus précisément la femme couchée érotisée. Mais en quoi l'érotisation est-elle une donnée purement visuelle qu'une machine détectera sans peine? Certes, on peut évoquer des traditions de poses érotiques très codées, qu'on trouve par exemple dans la peinture du Sud, comme les fleurs étaient faciles à invoquer dans la peinture du Nord. Mais comme tout à l'heure, pour les motifs des fleurs en bouquet ou couronne et les genres qui les portaient, combien ici les motifs de la femme nue couchée, érotisée, que vous voyez, nous aident à voir ce qui est important dans notre tableau de Courbet. Alors, plutôt qu'invoquer un savoir donné par l'histoire, expérimentons à nouveau une confrontation d'œuvres vues de près. Regardons l'autre tableau majeur de Courbet, accroché justement au Petit Palais, à côté du Sommeil.
Deux femmes sont couchées également l'une près de l'autre. Là, dans les tableaux appelés les sommeils, elles sont enlacées. Ici, au bord de la Seine, elles sont plongées dans le feuillage. Et des bouquets de fleurs, vous voyez, émergent aussi. Mais regardez aussi ces petits dessins. Ah oui, eh bien, il faut le voir ici, si vous êtes motivé pour bouger. Il y a chez Courbet un vrai motif de l'enlacement et assoupissement végétal et féminin. C'est dire que l'érotisme qui existe bien chez lui n'est qu'un des modes de la manifestation d'un sujet plus essentiel. Ce sujet n'est pas lié à un genre, et il semble bien que Courbet traverse les genres comme autant des prétextes détournés, vidés de leur sens historique attendu. Ce sujet est avant tout le sommeil, avec ses phases de somnolence et endormissement. Et plus en général, il est l'absorbement dans la peinture. Déplaçons, élargissons le corpus. Il faut imaginer. Ou sinon, il faut bouger. Toujours la somnolence ou l'abandon, la concentration, voire l'absorbement, même sans nul érotisme, même dans de tout autres genres, tels ici la scène des genres, les tableaux de chasse, la scène champêtre, l'autoportrait et les portraits. Arrêtons-nous un instant sur ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de rapprocher certains tableaux pour faire émerger des motifs et des sujets. En d'autres termes, motifs et sujets ne sont pas des données du tableau, comme le sont les titres, la date ou la taille. Ils ne sont pas des catégories établies, ils sont des explications apparues importantes au sein de l'expérience d'ensemble limité des tableaux. Des relevés, des reliefs d'une confrontation d'images, des effets de montage, si vous voulez, des synthèses productives. Je voudrais vous montrer combien cela investit aussi le genre et le style. Regardons à nouveau de près les demoiselles au bord de la Seine au Petit Palais. Il est accroché dans la salle du réalisme. À sa droite, je le disais, il y a le sommeil, mais à sa gauche, il y a notre Courbet grand format. La sieste pendant la saison des foins. Or, nous pouvons très bien voir les demoiselles comme une synthèse dynamique de ces autres deux toiles et du réalisme. Les demoiselles semblent en effet se tenir toutes à l'encontre du réalisme académique à tendance pathétique, pour aller d'une part, comme le sommeil, vers les plaisirs mystérieux de deux femmes couchées, dont on peut imaginer ce qui a pu leur arriver avant. On remarque, vous devez imaginer, entre autres, le chapeau melon abandonné sur la barque derrière, ainsi que deux bouquets dont là aussi laissés dans le fond. Et on peut s'abandonner à imaginer ce qui peut bien songer la femme derrière, dont le regard se perd dans leur cadre latéral, ainsi que la femme devant nous qui nous fixe entre l'assoupissement et la volupté. Vous allez à Paris demain et vous regardez. D'autre part, comme la sieste, ce tableau, donc les demoiselles, va vers l'assoupissement champêtre en version bourgeoise. En somme, nous pouvons voir ce tableau osciller entre les sujets explicites du tableau de gauche, l'assoupissement champêtre, et les sujets explicites du tableau de droite, les moments proches de la volupté, tout en s'animant face à la série des tristes, un peu trop léchés, tableaux du réalisme exposés en face au musée. Mais si maintenant nous voulons associer ce tableau à sa postérité, nous verrons encore toute autre chose. Je ne dois pas vous rappeler que Courbet appartient à la génération qui précède celle des impressionnistes. Vu donc depuis ces derniers, les demoiselles présentent un motif absolument novateur et dont nous n'avons fait qu'allusion. La partie des campagnes bourgeoises, si possible, au bord de la Seine. Et voilà. Mais aussi un nouveau rapport au genre et motifs traditionnels, ainsi qu'à l'art et à l'artifice de la peinture, ce qui s'oppose à ce qu'on entend par réalisme, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas entrer dans les détails, soulignons-en deux simplement. Primo, dans le déjeuner de Manet, s'impose la figure d'une femme sur l'herbe qui est nue et regarde les spectateurs. C'est une explicitation, une version plus théorique et plus manifeste, si vous voulez, de ce qui est lusif et suspendu chez Courbet, comme je l'ai montré. Chez Courbet, la femme nous regarde, mais d'une manière un peu détournée. Secondo, dans l'énorme déjeuner que Monet voulait peindre suite au scandale du Manet, à la place de la femme nue, Monet peint précisément les portraits de Courbet.
les barbus corpulents. Détail à part, ces tableaux et d'autres que vous connaissez bien en imposent un nouveau sens de la nature avec la vie moderne, comme vous le savez. Et donc, ils apportent un nouveau sens au tableau de Courbet, en termes de motifs, sujets, genre et style. Alors, nous sommes donc en train d'adopter une approche historique constructiviste. Développons-la en revenant aux 3 anglaises à la fenêtre. Je soulignais la grande étrangeté de cette toile. Cette étrangeté était ressentie au point que l'un de ses propriétaires avait fait effacer la fille à gauche pour dégager la vue sur la mer. Nouvelle preuve du problème posé au genre, au sujet et au motif. Je vous ai parlé entre autres du motif de la chevelure chez Courbet et du personnage qui tourne le dos au spectateur. Je fais aussi allusion à l'écrasement de la perspective, à l'aplatissement de son style pictural. Or, si nous entourons ces tableaux d'un antécédent et d'un successeur célèbre, c'est un discours différent que nous devrions entamer. C'est le motif des femmes au balcon qui émergera d'une part, ou encore une fois, Manet semble expliciter de manière littéralement frontale, dans ces tableaux scandaleux de l'époque, ce que Courbet présentait déjà, mais de manière allusive, littéralement détournée, mais déjà novatrice. Et c'est ainsi la question donc, du rapport au spectateur qui prend une nouvelle tournure d'autre part. En somme, l'histoire de la peinture doit rencontrer la sémiotique et vice-versa pour affirmer qu'il y a bien quelque chose qui revient dans chaque peinture, mais qui ne revient jamais tout à fait dans le même sens, ni au même endroit. Un tel retour paradoxal, ce qu'on peut bien appeler motif. Mais nous devons assumer que ce n'est jamais, au grand jamais, le retour du même. Le motif n'est nullement une réplique en double, il est une révision active, une relance ouverte. Le motif ne peut être pensé comme une découpe prête à être appliquée à loisir, une figurine autocollante pour une série ordonnée de tableaux. Et le risque tapis dans une approche informatisée de l'histoire de l'art est précisément l'idée d'une identité et d'un ordre donné, bref, d'une approche positiviste, antisémiotique. Soulignons alors que le motif est le foyer d'une répétition toujours différente, une différence toujours répétée. Le motif est une raison de voir et penser, il n'a de sens que comme motivation. C'est ce que je voudrais vous montrer maintenant. Revenons à l'un des grands chefs-d'œuvre de Courbet, l'après-dîner à Ornans de 1848. C'est pas mal. Alors, sous l'apparence d'un saint des genres, dont on s'est forcé de trouver les antécédents de l'histoire de l'art, son propos resta peu clair à son époque. On a trouvé qu'il n'avait rien à raconter, que pratiquement rien ne s'est passé, qu'il peignait un grand intérieur sombre, vous le voyez, de gens accroupis ou peu visibles. Et rappelons que nous sommes en France, en plein romantisme, et son genre aux scènes enflammées de batailles, d'apparitions, de drames, ou alors aux scènes sereines des champs et des paysages volontairement mineurs. Littéralement, on n'a pas vu les motifs de Courbet. 4 ans plus tard, Courbet peint 2 autres toiles importantes au sujet encore plus opaque et discuté. Les baigneuses et les cribleuses de blé. Les premières furent critiquées, y compris par Delacroix, par l'exhibition du corps prétendument disgracieux, pour l'insignifiance de la pose de cette femme, pour l'effet de plaquage du nu dans la nature qui en soi est bien peinte, mais dont la composition générale semble ratée. Remarquons que c'est exactement ce que fera Manet plus tard avec le déjeuner. Les cribleuses, quant à elles, non seulement furent critiquées aussi par la vulgarité de la pose du personnage central, mais surtout sont débattues encore aujourd'hui. Que signifie un tel ensemble? Là aussi, comme dans les baigneuses et dans l'après-dîner, chaque élément semble clair, mais c'est l'ensemble qui semble immotivé. Je ne pourrais pas rentrer dans l'analyse, mais je voudrais souligner simplement dans un tel rapprochement un motif qui se fait visible et littéralement central, encore plus si l'on fait intervenir l'après-dîner. Cette toile répète diversement un personnage central qui tourne le dos au spectateur, lui montrant cependant son bras droit. Et en outre, ce personnage remplace un point de fuite inexistant dans ces tableaux à l'horizon bouché écrasé. Ajoutons qu'en même temps, une dynamique horizontale a lieu. À la droite de ces personnages, quelque chose agit, surgit, sort. Du violon du seul personnage debout dans l'après-dîner, du tarare du seul jeune garçon dans les cribleuses, du coin de la femme qui est encore assise et vêtue de baigneuses. Or, une telle vision et compréhension des tableaux ne peut avoir lieu si l'on cherche à identifier les motifs de chaque tableau isolément, et si on veut rattacher
celui-ci en catégorie historique préétablie. Par exemple, vous le voyez, les nus féminins des dos ou les petits groupes attablés humblement. C'est pourquoi notre méthode doit consister non pas à classer l'œuvre, à la rattacher à ce qu'on connaît déjà, mais à la singulariser, à la révéler en tant que telle à partir d'autres œuvres. Notre but doit être non pas de normaliser les tableaux, mais de les motiver. Nous avons déjà vu les motifs du personnage des dos dans une composition aplatie et apparemment opaque chez Courbet. Nous pouvons remarquer maintenant, dans les trois anglaises, l'importance de la chaise centrale qui nous vient de la rencontre des trois anglaises avec la prédînée, du vêtement rouge central qui nous vient des cribleuses, du personnage collé au paysage des baigneuses. En bois dans les baigneuses, une marine dans les anglaises, à savoir les deux sortes de paysages clés de l'œuvre de Courbet. Tous les deux toujours offerts comme des murs de peinture, des paysages sans perspective, c'est-à-dire des anti-paysages. En voici deux exemplaires splendides. Terminons sur les motifs du paysage, justement. Nous étions partis des natures mortes des fleurs avec plusieurs tableaux qui semblaient présenter exactement le même motif. Répétons la démarche avec les tableaux de paysage. Ces tableaux, vus de loin, au sein d'un grand corpus d'images tel celui traité typiquement par l'historien de l'art, encore plus si aidé par la machine, sont extrêmement proches. En effet, en 1862, Courbet va en Saintonge avec son compagnon aîné et respecté Corot, avec qui il décide de peindre en parallèle. Toutefois, je voudrais vous montrer que, rapproché d'autres tableaux de nature de Courbet, les bois de Courbet relèvent d'un motif qui est presque opposé à celui de Corot. Je prends deux autres Courbet apparemment assez éloignés. D'abord, la gourde des Gonches, peinte à peine 2 ans plus tard. On y voit une étrange construction qui nous place devant les arbres, la cascade, les rochers, dans toute leur verticalité frontale. Mais si nous remontons un tel mur au lieu de descendre vers les bassins d'eau, nous apercevons, là, oui, vous pouvez peut-être, nous apercevons, dans un second temps, une femme et un homme sur un pont. Regardons maintenant les bois de Rochemont, dit aussi la ronde enfantine. Nous y voyons les parois d'arbres et des touffes en face de nous, et dans un second temps, cette fois-ci en descendant la verticalité imposante de la nature, au lieu de remonter vers le ciel bleu, nous voyons une femme et des enfants en ronde. C'est donc un motif qui est dynamique dans chaque tableau et se répète de manière inverse. Dans la gourde, nous devons remonter contre l'attrait de l'eau en bas. Dans la ronde, nous devons redescendre contre l'attrait du ciel là-haut. Mais vous voyez ce qui revient, un schéma des relations entre figures, un diagramme, si vous voulez un mot un peu technique, un motif dynamique, pour simplifier. Passons à un autre tableau de nature. Toujours étonnant, peint 10 ans plus tard, la source bleue au lac Saint-Point. Je ne dois pas insister sur le détournement du genre, ce qu'on appelle normalement un paysage, ni du style, le prétendu réalisme, pour souligner à nouveau les murs de peinture sans horizon et fort opaques auxquels les spectateurs doivent faire face ici. Je ne pourrais pas non plus analyser la composition de cette toile qui nous absorbe dans les royaumes végétal et minéral. Je soulignerai seulement le tronc d'arbre qui se dresse ici, vous le voyez à peine voilà, en diagonale, mais j'avais un peu prévu ça, et fait apparaître dans un second temps un homme perché tout à haut, mais vraiment aussi, il est à peine visible même en vrai. Voilà donc les retours du motif dynamique déjà vu chez Courbet. Avant d'en tirer les bilans, je voudrais vous rendre encore plus visible ce que j'appellerais les détournements pictural du genre et du style. Il suffit de rapprocher ces Courbet d'un tableau tout aussi impressionnant de Cézanne. Ah. Bon. Elle est toujours à Paris. Voilà, donc Cézanne était l'un des premiers à avoir su comprendre le sens de la peinture des Courbet. Et je ne résiste pas à la tentation de mettre en mouvement sous vos yeux aussi ces Courbet. Vous n'appréciez pas. Vous pouvez deviner qu'il y a 2 troncs écrasés contre des rochers. Voilà. C'est quelque sorte d'un motif qui revient entre les 2 tableaux. Maintenant, éclairé par de tels rapprochements, revenons au rapprochement initial avec Corot. Nous voyons désormais combien chez Corot, nous descendons directement vers la clairière à cause du ciel plus dégagé à haut, des troncs de la robe éclairée au milieu, de l'échappée d'herbe en bas, comme dans un seul mouvement de lumière.
Au fond, le motif que Corot peint, c'est précisément la lumière et ses effets naturels. Tout ce qui s'orchestre avec elle, vibre, rayonne, varié et à la fois unitaire. C'est pourquoi, en connaissant l'œuvre de Courbet, nous pouvons dire que ce serait une erreur de l'assimiler à Corot. Car partout chez Courbet, le rayonnement lumineux est précisément nié. Son motif, c'est le face-à-face avec les murs des peintures nature, avant tout, et par conséquent, dans un second temps, dans une zone seconde, la soustraction de l'humain. L'humain n'est pas le cœur ni le pendant du monde de la nature, comme encore chez les paysagistes les plus modernes de l'époque, non seulement Corot, mais aussi les jeunes de Barbizon. Au contraire, l'humain chez Courbet est un passage possible et très éventuel de dynamiques plus vastes. J'aurais envie de citer plutôt Nietzsche ou du moins Walt Whitman, contemporain de Courbet. Certes, il y a des historiens qui penseront à la conception du sublime romantique, les motifs de l'homme à la marge du spectacle terrible de la nature, du monde. Mais justement, Courbet ne voit pas le monde comme un spectacle. C'est la peinture en tant que telle qui devient chez lui un spectacle sous le mode de l'affrontement contrarié. Car sa peinture est lenteur et transformation du regard sur place, à l'encontre, par exemple, de l'approche impressionniste. C'est pourquoi on doit plutôt songer à Cézanne, ou peut-être davantage concernant la soustraction de l'humain dans le non-spectacle de l'image, Atget, ou à ses successeurs, Abbott. À ceci près que ces photographes sont attachés à la métropole la plus vaste, comme Courbet s'attachait à la nature la plus sauvage qu'il connaissait. Rien à voir, en somme, avec les paysagistes en peinture, ni avec les picturalistes en photographie, et surtout pas avec les réalistes tels que nous les entendons dans les arts du XIXe siècle. Un exemple pour conclure, sur combien le motif est une dynamique du regard et non pas une donnée positive, combien il est relationnel, diagrammatique avec les mots sauvages, et combien il investit la toile en tant que peinture. C'est-à-dire que nous devons dépasser l'idée si enracinée d'une approche des contenus d'une part, où nous rangeons l'identification des motifs et pratiquons l'iconographie, et des moyens expressifs d'autre part, où nous rangeons l'identification des styles et ajoutons nos observations esthétiques. Reprenons les motifs de Courbet qui viennent de nous apparaître. Nous disions le face-à-face avec les murs de nature peinture avant tout, et alors la soustraction de l'humain. Voici donc mon dernier exemple. L'une des particularités de cette version de la vague, par rapport aux nombreuses peintes par Courbet, c'est l'ajout d'un détail minuscule, peu visible ici, mais aussi peu visible en fait dans les reproductions qu'on a de ce tableau. Et je me demande si une machine peut les détecter par ailleurs. Ce sont les voiliers sur la ligne de l'horizon. On pourrait dire qu'il s'agit là d'un ornement du motif de la vague, qui est normalement entendu à son tour comme une variante chez Courbet du motif romantique de la force de la nature. Mais il n'en est rien. Reprenons ce que nous venons de voir dans les paysages étranges avec les humains perchés ou cachés aux extrémités, et donc visibles seulement dans un second temps. Nous ne pouvons plus penser que les petits voiliers sont un ornement, ni une variante facile et même kitsch du grand motif romantique. Tout au contraire, ils sont l'aboutissement de la motivation du diagramme de Courbet. De prime abord, les vagues peintes sont très grandes et nous font face, doublées par ailleurs par les nuages menaçants aussi. Ça nous impressionne et repousse. Mais ensuite, lorsque nous sommes en face du tableau en vrai, les détails des voiliers nous attirent. Ils nous poussent à approcher de la toile. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a un voilier tout à droite qui apparaît. Voilà, c'est un très grand détail que j'ai. Alors que nous sommes si près de la toile et découvrons le monde peint, nous constatons... Donc, dans un second temps, nous approchons et donc nous voyons plus de voiles que nous l'imaginions. Le nombre augmente, plus on s'approche. Voilà. Mais lorsque nous sommes si près de la toile et découvrons le monde peint, nous constatons ces aplats. L'illusion impossible d'un espace, l'espace de la peinture chez Courbet, qui puisse accueillir ces mondes. En même temps, lorsque nous sommes si près des voiliers et nous baissons notre regard vers la vague, nous semblons nous engouffrer dedans. En bref, ce tableau, c'est une synthèse sans conciliation possible entre la rapidité de l'effet d'éloignement produit et la lenteur de la vue rapprochée demandée. Et c'est là par sa figuration, par son format, par son style à la fois.
Ce n'est pas, ici comme ailleurs, selon la critique qu'on a répétée à Courbet, une composition ratée car disproportionnée, avec une figuration plaquée, les tout petits voiliers disproportionnés évidemment. C'est la rencontre de deux points de vue incommensurables. De loin avec la vague et de près avec les voiliers, ou de loin avec la croyance figurative et de près avec la déception. Bref, c'est la peinture comme espace du temps. Tableau d'un changement sur le champ, affaire des motifs à remotiver. Merci. Merci beaucoup, Gian Maria Torre, pour cet exposé dans des conditions difficiles. Il fallait s'accrocher. Merci au public aussi de s'accrocher pour suivre. Et on est tout à fait désolé de ces conditions de projection auxquelles nous ne pouvons rien. Et donc nous allons poursuivre avec la présentation de Pierluigi Basso. Merci, j'attends mon diaporama. Si on voit quelque chose, je dois le contrôler ici. Tu veux que le passe sorte de quoi d'abord? Non, je veux le faire. Okay. Non, je veux le faire. Tu te le mets, oui, merci. Alors, tu dois changer d'affichage. Alors, bonjour à tous avant tout, et merci à Sophie Rowe pour avoir accompagné ces petits ateliers finalement, et aussi d'avoir accompagné jusqu'ici le projet AA, notre projet. C'est très important pour nous la présence des historiens de l'art, bien évidemment, et de Sophie en particulier, Sophie qui est donc professeure en histoire de l'art à l'Université Lyon 2 et directrice du laboratoire ICAR. Eh bien, pour me préparer un petit... du laboratoire Lara, pardon, le laboratoire Lara. Voilà, j'étais déjà concentré sur ma présentation. Pour préparer cette présentation, j'ai décidé de visiter, il y a quelques semaines, l'hôtel de Gand, et donc avec l'agneau mystique de la cathédrale de Saint-Bavon, avec une partie du polyptyque en restauration au musée des Beaux-Arts de la même ville, et ensuite le nouveau musée royal de Beaux-Arts d'Anvers, après son exceptionnelle rénovation et extension. Deux occasions pour voir l'utilisation de la réalité augmentée sur tablette ou sur un dispositif fixe qui est un peu un objectif crucial de notre projet. Cela m'a permis de comparer les ambitions de notre projet avec des réalisations déjà concrètes et appréciées par les publics. À ces propos, je veux montrer quelques images du dispositif fixe présentes dans plusieurs salles du musée des Beaux-Arts d'Anvers, car il partage certains objectifs de notre projet ANR, contrairement, je dirais, à la tablette de Gand, qui est finalement plutôt spectaculaire, intéressante, mais spectaculaire, plutôt du côté de la spectacularisation, à tel point que la restitution est disponible aussi en réalité virtuelle, donc on bascule de la réalité augmentée à la réalité virtuelle, projetant des informations sur des espaces, par exemple de la crypte, qui n'ont rien à voir avec, ou parfois n'ont rien à voir en tout cas, avec l'espace réel et les objets contenus dans l'espace réel. Les monuments deviennent purement support de la scénarisation des réalités augmentées d'une réalité fictive. Dans les musées d'Anvers, les va-et-vient entre l'œuvre et les dispositifs est encore possible, même si le fait que c'est un dispositif fixe empêche de voir à la fois l'écran et les tableaux. Il n'est pas en face des œuvres, je veux dire. Alors, je peux vous montrer un petit vidéo que j'ai réalisé, si tout marche bien. Et je fais des commentaires. Donc,
il y a la tentative quand même de garder la jouissance esthétique de l'œuvre et de l'exploration d'une série d'informations sur plusieurs œuvres de la salle, avec des sections consacrées aussi à des témoignages de visiteurs et des jeux et avec de jeux. Donc là, vous voyez la partie qui m'intéresse le plus parce que c'est l'exploration, disons, des motifs. Hein. On va cliquer sur l'image pour voir des détails, des configurations intéressantes du tableau. Et donc, il y a une interaction avec l'image qui est tout à fait intéressante. Je peux vous montrer l'autre vidéo que j'ai préparée, parce que là, on bascule avec plusieurs options. Là, c'est l'option que j'ai déjà montrée. Mais on passe à d'autres sections, dimension ludique, à faire soi-même. Et donc l'idée de recomposer, reconstituer les tableaux à partir des pièces. Il y a une partie consacrée à l'encadrement historique, intitulée « Une histoire forte ». Et ensuite, il y a aussi une section consacrée à la socialisation de l'expérience de l'œuvre, à révélation regardée à travers les yeux, 3 points, donc c'est-à-dire plusieurs publics modèles. Et à ça s'ajoute justement la première visualisation que je montrais de certaines portions du tableau que l'on peut isoler afin de recevoir des informations plutôt détaillées à travers des fenêtres qui s'ouvrent. C'est le parcours du dispositif intitulé « La beauté se cache dans les petites choses, découvrez les détails de ces chefs-d'œuvre ». J'ai choisi donc Rubens un peu pour maintenir un peu la continuité dans notre parcours dans les festivals des arts. Alors, ce parcours, naturellement, est strictement lié à la thématique de notre table ronde, car justement, on parle des détails, mais par la suite, sont des régions précises du tableau, et déjà un peu, les détails sont déjà indexés, disons, et donc il y a plutôt une configuration qu'on peut consulter de manière rapprochée, à la fois sous le plan de l'exploration perceptive et sous le plan de la connaissance encyclopédique, parce qu'on trouve des informations sur les détails. Et si l'on parle effectivement des détails de l'œuvre, d'indices fondamentaux mais l'on parle effectivement des détails de l'œuvre, d'indices fondamentaux pour reconnaître le sujet du tableau, des motifs qui sont intégrés au tableau, d'aspects stylistiques ou encore d'éléments qui ramènent à l'histoire de la production du tableau, ben, tout ça est rassemblé. Et il n'y a pas de distinction de statut entre les fenêtres qu'on peut ouvrir. On peut constater donc facilement que toutes les dimensions sont prises en compte par les concepteurs du dispositif. Une fenêtre thématise les rôles des anges à travers une lecture de ce qu'on voit de manière plus détaillée, une couronne de laurier. Une autre explication iconographique a besoin d'une connaissance latérale, périphérique, externe. Et donc il faut expliquer qu'ils sont venus à recevoir l'âme de Saint François. On trouve un élément stylistique qui devient indice de l'histoire de production du tableau et qui demande des compétences très, très précises. Je peux faire un exemple. Il faut vraiment avoir des compétences majeures et de bon historien de l'art pour savoir qu'au départ, les tableaux de Rubens que je vous montre étaient réalisés pour l'église de Minderbröder, les Récollets aux franciscains observants, où étaient du même peintre les coups de lance et la dernière communion de Saint François de Rubens que vous avez vu, ainsi que la lamentation de Van Dyck. Voilà, il faut connaître donc toute une série d'éléments philologiques qui entrent en résonance avec un véritable détail du tableau. Les signes de 2 planches ajoutées à la toile, il y a 2 planches qui sont ajoutées, on voit bien, c'est qui n'a pas aucun impact, disons, avec la lecture iconographique, mais nous aide à entrer en relation avec l'histoire de la production du tableau. Donc, enfin, les représentations, on trouve encore des représentations de moins, et l'occasion pour rendre sensible la présence des mains différentes, donc de la présence d'élèves, de collaborateurs de Rubens. Donc, d'une part, il est bien de montrer les connexions avec l'espace représenté, l'histoire racontée, les dispositifs représentationnels, c'est-à-dire les solutions visuelles à travers lesquelles Rubens a raconté l'histoire, et l'espace de production qu'on peut reconstruire, l'espace d'origine, l'espace technique de reconstruction. Donc, d'une part, les visiteurs semblent recevoir des informations éparses, certes de bonne qualité, mais qui risquent d'être assumées comme des curiosités au vu de l'absence d'un guide, d'un parcours d'interprétation.
Notre projet avec ses ambitions qui devront se mesurer avec plusieurs réalités, limites informatiques, ergonomiques, limites institutionnelles dans les dialogues avec les musées, doit s'articuler avec aussi des limites socio-pragmatiques, le public, la disponibilité du public à adopter d'autres pratiques éventuellement. Et donc, bon voilà, on doit articuler toute une série de limites, mais qui devrait essayer aussi de mettre un peu d'ordre dans les relations entre genre du tableau, sujet du tableau, motif du tableau, détail du tableau. Alors, entre autres, ces parcours méritent d'être abordés comme une sorte de palindrome. Je vous montre en tentative. Alors là, je vais préparer un peu les différentes petites parties qu'on voit dans les dispositifs d'Anvers, qui sont très différentes. Et je vous montre un peu le schéma que nous avons préparé pour encadrer les œuvres d'art. C'est l'idée de déplacer aussi la tablette pour aller de l'extérieur vers les tableaux, du tableau vers l'extérieur. Et donc, on a une lecture un peu palindromique, c'est-à-dire deux versants de lecture. Une lecture qui va dès l'encadrement historique vers l'œuvre, une lecture qui, de l'œuvre, va vers son espace-temps, son milieu culturel. D'une part, l'œuvre est lisible sans une dimension philologico-historique, et la reconstruction d'un corpus est nécessaire pour rendre compte de sa position à l'intérieur des patterns institutionnels, des patterns intentionnels sociaux aussi, donc de vision, de production, de la pensée productive et de la pensée concernant aussi l'esthétique et la réception. Et d'autre part, l'œuvre a une singularité, donc la partie en bas du schéma que je peux vous montrer là-bas. L'œuvre doit être aussi traitée comme une singularité qui ne peut pas être absorbée totalement dans son contexte selon une sorte d'homogénéisation monolithique du cadre historique auquel elle appartient. En tant que singularité, l'œuvre mérite de maintenir une posture dialectique par rapport à son espace-temps, souvent polémique, d'être une position polémique. Parfois, elle cultive une sorte de dissidence, et en tout cas, elle vise une individuation, une prégnance sociale, bref, une différence. L'œuvre possède un statut artistique qui est attribué par les institutions sociales. Elle ne peut pas se concevoir sans un positionnement à l'intérieur de genres qui ont une tradition et qui s'offrent comme médiation entre pratiques de production et pratiques de réception. Donc, la partie du haut vers l'œuvre est essentielle. Toutefois, et partir de l'œuvre pour aller vers son contexte, disons, un tableau peut choisir son intertexte. Il peut choisir de dialoguer avec des œuvres spécifiques, il peut expérimenter des motifs qui dialoguent avec d'autres auteurs, il peut décliner des détails aussi dissonants par rapport à la tradition. Par exemple, hier, nous avons entendu la magnifique présentation d'un diptyque de Hans Memling. Les détails du miroir étaient lus par la collègue comme une sorte de congé de l'image, du point limite, disons, le congé de l'image par rapport à son point limite, le point limite de son ambition iconique, qui doit laisser de la place à un certain moment, au moins selon on va dire, la tradition de forme de méditation codifiée par Gerd Grote, et donc la Devotio Moderna. Il faudrait laisser la place à une découverte d'une harmonie intérieure, donc quitter les images pour explorer l'harmonie intérieure et un dialogue avec Dieu qui n'a plus besoin de médiation sensible. Cette interprétation est sans aucun doute, possède sans aucun doute un caractère bien fondé, mais peut-être elle gagnerait à être accompagnée par une interprétation contrastive, celle d'une peinture qui cherche le tout dernier escamotage optique, la toute dernière solution optique qui parvient à travers les miroirs que vous voyez à droite à montrer les commanditaires et la Vierge dans les mêmes plans dialogiques. Donc l'idée de partager le même espace de sens, moment qui précède une sorte d'appropriation, d'intimisation du sacré. Nous avons pris l'habitude de classer les cultures à travers des éléments catégoriels spécifiques, le baroque, la Renaissance, etc. Mais à travers ma discipline, je propose un modèlement d'entrelacement entre des circuits de sens différents qui sont toujours coprésentes et en tension entre eux. Donc comment reconstruire un peu la polémique, la dissidence interne aux cultures. Il y a un circuit de gestion de la signification qui est plutôt lié à notre appropriation de choses, à notre subjectivité.
il y a un circuit liminal, disons d'interface, qui est le circuit du dialogue, de l'interaction, et il y a un autre circuit fondamental qui est le circuit de l'institutionnalisation du sens, et donc le fait qu'on reconnaît l'art, la science, la médecine, etc. Alors, les dialogues entre les commanditaires à la Vierge est l'espoir d'un contact, d'une expérience de partage singulier, une appropriation qui pourra résoudre à jamais les tensions entre une subjectivité et une institution, deux formes d'accès, si vous voulez, à la vérité, à travers deux pistes totalement différentes, hein, l'expérience intime et d'autre part la reconnaissance d'une Église qui va médier et qui demande une sorte d'adhérence, d'adhérer à certains principes. Et ces deux manières ne peuvent pas trouver une sorte d'apaisement et elles ne sont pas autosuffisantes. Alors, les genres et la médiation discursive, disons, des œuvres d'art qui permettent la relation entre les institutions, hein, parce qu'un genre a sa propre institutionnalisation. En même temps, il est une manière de dialoguer, pratique, par exemple, dans la littérature et écriture, lecture, et donc il va médier un système d'attente, par exemple, les passions, certaines passions dans un roman, mais aussi, le genre permet l'appropriation individuelle et donc une sorte d'intimisation, si vous voulez, du sens. C'est pourquoi il peut être les lieux privilégiés, le genre, pour étudier les formes de production sociale, parce que c'est un peu la passerelle entre les trois dimensions. Donc, c'est pourquoi notre dispositif en réalité augmentée sur tablette vise à préserver la relation in vivo avec l'œuvre d'art, parce que le circuit d'appropriation individuelle doit être présent. On est devant l'œuvre d'art et on cherche à travers le dispositif de l'interroger, de respecter ses affordances cognitives et affectives, de suivre les relations dialogiques avec les institutions sociales, avec d'autres œuvres artistiques, ces formes d'autonomisation, d'insubordination aussi différentielle. Mais comment traduire cette intention dans un parcours, ou des parcours au pluriel, efficace, adaptable aussi au style cognitif et aux compétences du visiteur? Nous avons imaginé pour l'instant, au moins du côté de notre laboratoire, deux solutions différentes, mais qui peuvent trouver une forme d'articulation. D'une part, nous avons eu l'idée de constituer un musée complémentaire réalisé avec un rendu à 360 degrés, donc on a l'idée d'entrer dans les musées, qui donne la sensation de ne pas abandonner donc la salle visitée, tout en affichant virtuellement des œuvres d'art qui entrent en dialogue avec les tableaux analysés. Donc, vous voyez, là, je vous montre quelques images. C'est le Palais des Beaux-Arts de Lille. Et on a des œuvres qui sont des œuvres qu'on peut voir in vivo, mais à côté, dans la tablette, on peut reconstruire le même espace muséal avec toute une série d'œuvres qui ne sont pas dans les patrimoines du Musée des Beaux-Arts, mais qui dialogue avec l'œuvre qu'on est en train de regarder, d'apprécier, d'analyser. Donc on peut basculer de cette vision où on trouve des œuvres qui sont co-présentes dans l'espace réel et d'autres à passer à la tablette et reconnaître qu'il y a, je vous montre encore une autre image peut-être qui permet de reconnaître d'un côté l'espace réel est là et l'espace reconstruit virtuellement à côté. On voit des connexions dialogiques et la familiarité du genre, du sujet avec les œuvres peut être parfois presque une évidence, mais cela peut avoir aussi, je voulais, un peu le même défaut que les dispositifs d'Anvers, étant donné qu'il n'y a pas de précision sur les relations. C'est-à-dire, on voit des tableaux affichés, mais on n'a pas de précision sur le genre, sujet, motif, détail. Donc, on est exactement un peu une solution différente, mais avec un peu les mêmes défauts que nous avons déjà vus. On peut imaginer d'avoir recours à des didascalies, et on peut envisager des parcours différenciés sur les genres, sur les sujets iconographiques, sur la présence de motifs picturaux particuliers. Donc, on peut trouver des solutions. Toutefois, nous avons aussi envisagé et réalisé une deuxième option dans notre dispositif qui pourrait être exploité par des usagers experts ou avec une vocation plus expérimentale, avec un style cognitif plus indiciaire et moins encyclopédique. Cette deuxième piste devrait permettre d'entrer dans les coulisses de la recherche et présenter la connaissance non pas comme un cadre encyclopédique figé, mais comme une mobilisation de connexions interprétatives, comme l'a déjà montré Gianmaria Torre, comme des dynamiques qui parfois trouvent des attestations certaines, dans d'autres cas, elles ouvrent plutôt des interrogations que des certitudes, ce qui fait partie de l'aspect passionnant de l'histoire de l'art et des études visuelles. Je peux vous montrer un petit exemple, si on voit quelque chose.
Alors, l'exemple que je montre est ici un tableau du patrimoine du Palais de Beaux-Arts de Lille, un tableau anonyme. Il est accroché dans un lieu très lumineux, comme aujourd'hui, dans un passage entre deux couloirs du musée, ce qui contraste un peu avec les caractères sombres de l'œuvre, laquelle semble demander une atmosphère plutôt intime. Alors, ce que vous êtes en train de regarder sont les coulisses. On entre, on est devant l'œuvre d'art avec la tablette, et qu'est-ce qu'on va reconstruire? On va reconstruire toute une série d'explorations dans nos études des corpus, de sous-corpus, pour essayer de situer ces tableaux anonymes dans l'histoire un peu de la peinture, voir s'il y a des problèmes justement d'attribution au moins à une école, s'il y a des généalogies sous le plan des motifs, voilà, et on montre donc éventuellement à un lecteur expert vraiment comment on travaille concrètement pour essayer de trouver des pistes indiciaires dans notre recherche. Donc on navigue dans cet espace à la fois pour enquêter le genre, la peinture par exemple, est-ce que c'est un tableau peinture d'histoire, est-ce que c'est un tableau scène de genre, les motifs de la chandelle, les traits stylistiques, est-ce que c'est une école italienne, est-ce que c'est un peintre lorrain, est-ce que c'est l'école d'Utrecht, les sujets, est-ce que c'est un suicide et dans quel contexte. Je vous montre les tableaux et je cherche aussi de vous montrer les tableaux à travers une tablette qu'on a là. Et donc, bon, j'espère que vous pourrez au moins voir dans un moment donné les tableaux que je suis en train de vous présenter. Alors, ce palimpseste, vous voyez un palimpseste, une table de travail mérite donc une organisation et une réflexion. Et donc, aujourd'hui, il faudrait ajouter l'idée de reconnaître au moins deux directions du parcours interprétatif, comme on l'a vu, du parcours socio-historique de l'œuvre, donc on cherche des attestations pour essayer d'encadrer les tableaux, mais aussi d'opérer l'autre parcours, je répète, de l'œuvre vers son entour culturel. Quels sont les types de questions qu'elle semble poser à son entour? Est-ce que cette œuvre, justement, a eu du mal à être reconnue parce qu'elle est une œuvre dissidente, une œuvre qui ouvre d'autres pistes, hein? Elle est inactuelle, hein, pour utiliser un terme de Nietzsche. Alors, c'est une réflexion sur les motifs que mes collègues ont suggéré, qui devrait être aussi liée à notre projet. Et donc, sa combinaison, je me suis posé la question de la combinaison avec un dispositif numérique. Vous pouvez voir que j'ai essayé d'inscrire les réflexions sur les motifs à l'intérieur de ce cadre. Dans mes recherches personnelles, au moins, je dirais, mais aussi un petit peu dans la littérature, on trouve que les termes motifs possèdent un rôle très précis. Avant tout, j'assume l'idée que les thèmes est la composition unitaire de plusieurs valeurs. Par exemple, dans la littérature, vous trouvez amour et éloignement. Ensuite, on remarque que ces thèmes, mettons l'amour de loin, hein, amour et éloignement, ne se limitent pas au Moyen-Âge et la production du poète Geoffrey Rudel, Amour des terres lointaines, mais circulent dans la littérature en langue occitane, mais aussi en portugais, en italien, ailleurs. Les thèmes deviennent alors un topos, en tant que thème attesté dans des productions d'auteurs divers. Ensuite, le topos peut subir une sorte de cristallisation dans sa manifestation figurative. Il a la tendance d'apparaître un peu comme, je ne sais pas, la Vierge avec l'enfant, toujours avec une configuration assez stable. Alors, dans les cas de la littérature, par exemple, l'amour de loin a reçu historiquement une figurativisation à travers la lettre. Et donc, on trouve envoi et réception de lettres par les amoureux qui cultivent la distance comme une esthétique de la relation, sublimant ainsi la contrainte spatiale, un attachement et la passion non consommée, un sentiment absolu, sentiment qui perdurera dans leur esprit au-delà de tout changement extérieur, même de la mort de l'être aimé. C'est que nous pouvons remarquer que la cristallisation d'un motif, fruit de l'isolement d'un thème, de sa répétition polyphonique et d'un figement représentationnel, cette cristallisation est appréciée à partir d'un projet discursif qui s'inscrit dans un cadre d'expression artistique institué, c'est-à-dire la poésie avec son statut artistique. Dans un registre donné, le poète s'adresse directement à une personne aimée avec un registre courtois, dans un style qui devrait essayer de faire émerger l'individualité de la voix expressive. Donc, vous voyez, institution, interaction et stylisation personnelle, appropriation personnelle.
L'instance qui cherche à rendre compatible statut poétique, registre courtois et style est le genre. Et dans les cas de Geoffrey Rudel est la poésie lyrique, notamment la chanson à strophe, poésie lyrique musicale occitane du XIIe siècle. Mais le genre a besoin aussi d'une concrétisation, d'une manifestation concrète. Et donc il doit chercher d'une part des supports afin d'établir son format, et d'autre part une tradition culturelle, une tradition à même de médier le point de vue personnel de l'auteur, de l'artiste, avec des garants par rapport à des sujets thématiques abordés. Comme Goethe, on l'a montré pour Memling, on cherche des garants. Alors, les motifs, à la fois les rapports plus étroits avec la tradition et les points d'articulation plus symbiotiques avec un format de l'expression. Sa figurativité doit être proportionnée au support. Par exemple, la concision de la poésie lyrique impose à la figurativisation de l'amour de loin des métaphores condensées ou une mythonomie comme la lettre. Alors, je vous montre un peu pour montrer les coulisses toujours de notre recherche, une schématisation qui arrive finalement à montrer les relations entre les genres et la position du motif par rapport au genre. Donc le genre cherche à établir une médiation entre des aspects subjectifs, interactionnels et institutionnels. Cette médiation doit à la fois rencontrer dans l'art, dans la sémiotique, nous disons, dans les langages utilisés pour s'exprimer, dans notre cas la peinture, à la fois un format et une position par rapport à une production déjà existante. Et donc là, c'est le motif qui devient la manière d'expliciter sa position dans un arrière-plan culturel. Alors, un motif est déjà destiné à entrer dans une structure compositionnelle plus vaste, un texte, un tableau, une partition, et donc à s'ajuster à un réseau de relations avec d'autres éléments. Certes, le motif est doté d'une résistance formelle fondée sur l'épaisseur de la tradition avec ses garants, mais étant donné qu'il est les points d'atterrissage linguistique, sémiotique, représentationnel de genres différents, alors sa valeur ne sera pas la même. La manifestation du motif est toujours corrélée aux médias exploités, de sorte que l'idée de restituer les topos de l'amour de loin en peinture doit passer par d'autres figurativisations. Et si des solutions pour sa transposition visuelle ne sont pas trouvées et stabilisées, aucun motif pictural ne pourra se charger d'incarner, de traduire l'amour de loin de la littérature vers la peinture. Et en effet, il n'y a pas un motif stable qui incarne l'amour de loin dans l'histoire de la peinture. Donc, vous voyez la résistance aussi dans les traductions entre langages. Et donc, quand nous voyons des lettres dans les mains, des personnages de Vermeer, la dernière chose qu'on devrait faire est d'imaginer une corrélation de la production du peintre de Delft avec le troubadour, le style novo-italien, avec la production donc, lyrique de l'amour de terre lointaine. Le schéma que j'ai dessiné est complexe, mais il devrait au moins la fonction de faire comprendre combien d'éléments pèsent sous la reconnaissance d'un motif, qui ne peut pas circuler librement entre les œuvres sur l'apparence d'une figure comme la lettre. Autrement, on pourrait associer les œuvres pour la simple présence d'un élément figuratif. Et donc, les similarités sont toujours possibles. On sera alors encore à l'intérieur d'une analyse du contenu incapable de tenir compte du cadre de signification globale et sous l'emprise d'un régime interprétatif qui procède à travers des associations libres. En outre, la lettre mobilisée par les topos de l'amour de loin, une lettre lue et privée, elle est déjà associée à une scène de réception intime, et donc le motif est déjà une configuration et pas un signe, un trait figuratif isolé. Si nous réfléchissons sur l'utilité du numérique au musée, c'est parce que la programmation à visée d'une visite guidée ou libre a du sens seulement à la condition de s'opposer à une programmation déjà existante, donc de faire des parcours des associations libres. Chaque discours programmateur, un protocole juridique, une procédure communiquée à la citoyenneté par la protection civile, a du sens si elle fonctionne comme une contre-programmation. L'idée qui informe notre projet est une pédagogie de l'image assez lacunaire dans les parcours scolaires. On veut s'opposer aussi aux approches érudites, si vous voulez, ou informationnelles, au patrimoine artistique qui passe à côté d'un véritable effort interprétatif. On se limite à des informations et des catégorisations, la reconnaissance d'une école picturale, et si une posture herméneutique est enfin à assumer, elle passe par des associations plutôt libres, où elle est incarnée par l'interprète illuminé qui a accès, lui, à un contenu de vérité.
La reconnaissance d'un motif est une tâche interprétative cruciale pour la compréhension d'un tableau, mais conditionnée par la prise en compte d'un bon nombre de variables que nous avons besoin de structurer afin de la rendre gérable dans un processus de compréhension et d'appropriation de l'œuvre. Détecter un motif veut dire avoir compris comment une configuration inscrite dans l'œuvre fait partie d'une tradition pratique et en même temps de la composition globale de l'image grâce à la médiation d'un genre. Les traitements de métadonnées, la possibilité de visualiser des corpus et d'opérer des comparaisons guidées, l'intégration éventuelle d'œuvres inconnues par l'interprète, mais présentes dans une archive organisée, montrent que la gestion d'un schéma complexe, comme celui que nous avons présenté, peut passer par une analyse outillée et donc soutenue par un environnement de travail numérique. Certes, on mesure toute la distance qui nous sépare de cet objectif. Comment passer de la reconnaissance et de la reproduction du savoir, à part des reformulations imitatives, à la véritable connaissance, selon laquelle des valeurs culturelles peuvent se recombiner et entrer dans des relations analogiques fécondes. Comment traduire et régénérer donc des écarts, des différences qu'on a pu constater, parce que la différence, c'est justement cette appréciation aussi de la distance. Alors, les sujets de mon intervention étaient la scène du suicide. Vous voyez, je pris un peu de temps pour faire, et je n'ai pas bien calculé les temps. La scène du suicide souvent traverse un double moral, stigmatisation et compréhension humaine, misère de l'homme et rachat extrême d'une dignité. Qui peut catégoriser et classer de manière univoque les suicides? Qui peut classer les suicides dans, je veux dire, des affaires résolues? Cela est d'autant plus vrai pour l'histoire de l'art. Le thème du suicide a été exploité par plusieurs peintres et dans la tradition occidentale, il est devenu un topos à large échelle temporelle, étant donné que son attestation traverse les siècles. Les formes de cristallisation de sa manifestation figurative sont plus variées et différemment diffusées et poursuivies. Nous nous intéressons au motif de la femme suicidaire qui a traversé la culture figurative occidentale, probablement de manière fort probable, en tant qu'inversion du stéréotype de la femme qui donne la vie. Ensuite, étant donné que dans une koiné chrétienne, les suicides restent un tabou, il peut y avoir des représentations légitimes, les suicides, seulement de manière concessive, comme remède extrême contre un mal encore plus grave. Nous avons choisi les motifs de la femme suicidaire car il peut bien exemplifier le fait que sa cristallisation figurative n'est pas synonyme de stéréotypie de sa signification. Par exemple, la représentation d'un suicide d'une femme garde l'ambiguïté d'une sorte de pharmacone. En ce sens, il nous interroge, est-ce que le suicide est un véritable remède extrême ou au contraire, est-ce qu'il est le symptôme local d'un poison, d'une pathologie qui affecte la totalité de l'espace social? Ou enfin, est-ce que la femme suicidaire incarne-t-elle tout simplement un bouc émissaire? Les motifs s'y précisent à l'intérieur d'une configuration figurative plus vaste. Dans la peinture des sujets historiques, la figurativité du tableau peut donner une identité précise à la femme suicidaire et un contexte socio-culturel déterminé de l'acte extrême, Lucrèce, Cléopâtre, sophonisme. Pourtant, même si nous avons des éléments probants pour l'intelligibilité narrative générale du drame, les motifs peuvent continuer à nous interroger. Voyons-nous une femme qui se suicide pour sauver son honneur, s'immolait-elle pour expier les fautes de quelqu'un d'autre? A-t-elle été poussée à se suicider en tant que bouc émissaire? Les types d'interrogations suscités par une scène de suicide d'une femme est largement conditionné par les genres, et les genres aura souvent un impact aussi sur le choix du format, et en tout cas sur les considérations du format par les spectateurs dans son interprétation. Alors, dans notre recherche, un des objectifs est la valorisation à travers la réalité augmentée des tableaux anonymes, œuvres qui passent inaperçues ou presque pendant la visite d'un musée. Nous avons alors décidé d'intégrer ces tableaux anonymes, qui est fort probablement l'œuvre d'un peintre flamand, un produit des années 20 ou 30 du XVIIe siècle. Probablement, il appartient à l'école d'Utrecht. Par ailleurs, l'attribution il y a eu des attributions à Adam de Coster, on a fait d'autres hypothèses, mais qui ne sont pas encore validées. Au vu de qualité artistique de ce tableau, peut se poser la question pourquoi l'exposer aujourd'hui avec le titre « Scène des suicides ». Parce que, apparemment, les interprétations disponibles ont exclu la possibilité de lire dans cette représentation le drame historicisé de Lucrèce.
il était au départ interprété comme un suicide de Lucrèce, mais la représentation du motif canonique n'est pas respectée, ne semble pas correspondre à une généalogie de forme représentationnelle du topos. Par exemple, il n'y a pas d'asymétrie d'âge entre Colatin, les maris de Lucrèce, et les pères de cette dernière. Il n'y a pas aussi les attitudes, les dispositions passionnelles ne semblent pas correspondre non plus à la tradition latine. Je dois conclure, c'est dommage. Alors, oui, je sais, c'est ma faute, et en plus, je n'arrive plus à gérer les diaporamas. Tu peux m'aider un petit moment? Et qu'est-ce que je peux dire enfin? Je peux dire que j'espère qu'il y aura une publication et que je pourrai vous raconter un peu tous les parcours que j'avais imaginés. Alors, reste à voir si une histoire de forme artistique peut être confiée à une intelligence artificielle qui, de manière autonome, pourrait détecter l'aire de famille, l'aire familière sur le plan du genre, des motifs, et les fonctionnements sémiotiques, les fonctionnements discursifs. Est-ce qu'on peut laisser ça à des machines? Il y a des raisons structurales pour estimer que la production culturelle se réalise comme une interface entre des espaces, des jeux de langage différents, des traditions différentes, des formes de traduction, de tensions sociales. Et donc, la signification est toujours, comme j'ai essayé de présenter, un peu entrelacée entre des circuits différents. Alors, le secret un peu de l'irréductibilité, de l'impossibilité de réduire la culture à information, à des données visuelles, est parce que la culture est toujours un peu biface. Si vous pensez à la carte géographique est à la fois modèle pour une vision fonctionnelle, se déplacer dans une ville, et modèle, une vision idéalisée de la ville. Donc, vous voyez, déjà, si on commence à analyser les formes symboliques de notre culture, ils sont toujours bifaces, modèle pour faire quelque chose, modèle de quelque chose. Et donc, dans cette ambulance constitutive, les formes symboliques ne sont pas immédiatement lisibles par une machine comme des motifs. En ce sens, notre programme de recherche s'inscrit dans une sorte d'informatique assistée et pas d'analyse classique assistée par l'ordinateur, mais d'informatique assistée afin de jouer son rôle dans la gestion des complexités dont des approches herméneutiques ont besoin. Et j'avais préparé toute une série de choses pour vous dire qu'il faudrait descendre du motif vers les mobiles. Il y a des configurations, par exemple la main là que vous voyez, sont des mains qui appartiennent au Christ et qui appartiennent dans un dessin au Christ et qui vont réattribuer à la Madeleine dans la réalisation du tableau concret. Donc, dans ces cas, vous voyez, il y a comme dans les études, il y a des études qui montrent que finalement, il y a des configurations mobiles qui n'ont pas les mêmes contenus. Sur le plan de l'expression, ce sont toujours la même configuration, mais ils peuvent recevoir des contenus différents. Donc, il faudrait distinguer aussi le motif du mobile, et on trouve le mobile surtout en musique, et encore le distinguer du détail. Et donc, j'avais préparé toute une série de choses. Vous voyez, par exemple, les restaurateurs ont écrit cette phrase, les yeux en forme d'amande bordés de lourdes paupières. C'est intéressant qu'un restaurateur a fait une interprétation si fine d'un détail du tableau que je montrais. Et vous voyez, ce type du regard, les yeux représentés comme ça, semble renvoyer à une tradition proche, mais pas l'école d'Utrecht, mais plutôt l'école lorraine. Et voilà toute une série de tableaux de Latour qui montrent ces détails, ou encore voilà les détails que je trouvais, l'absence par exemple du couteau. Le couteau est présent, mais on ne voit pas la partie en métal. Donc pourquoi effacer la violence? Il y a les traits les plus violents. On a parlé de violence avec la Ralph de Koenig. Là, il y a un cas où le trait qui devrait signifier la violence est effacé dans l'ombre. Pourquoi? Et même, vous voyez que le bord, là, le sol n'est pas complet, comme s'il y avait une sorte d'érosion. Et je trouvais des cas similaires chez Georges de Latour. Voilà, ce sont des détails. Ce n'est pas la tentative d'attribution, mais on voit une manière de raisonner à l'époque. Je dois conclure. Merci beaucoup, Pierluigi.
Donc, merci beaucoup pour cette présentation très riche, sur laquelle il y aurait certainement beaucoup de réactions, j'imagine, mais malheureusement, le temps nous est plus que compté. Vous avez compris donc toute la complexité de cette question du motif et combien elle est centrale, justement, pour mieux voir la peinture. Le motif qui est à la fois le contenu et la forme, et qui donc résiste à ces catégories et à ces filtres qu'on a aujourd'hui avec les outils informatiques. Et c'est tout l'enjeu justement de ce projet. Et cette notion d'informatique assistée, qui est vraiment, je pense, une invention de votre projet, est une très belle piste. Alors, est-ce que dans la salle, on peut peut-être prendre une ou deux questions très rapidement, si quelqu'un souhaite réagir? Oui, il y a une question là-bas au fond. Moi, ça va, oui. Merci, merci tous les deux pour vos interventions qui étaient vraiment très intéressantes. J'ai une question pour chacun, mais je ne vais pas garder le micro éternellement. Donc, je vais juste poser une question qui me taraude pour le premier intervenant. Au sujet de cette question du motif, je me demandais simplement, alors moi je suis 20e, donc je vois ça de ma fenêtre, mais je me demandais concernant le point de vue du motif, on a souvent cette impression un petit peu cliché que finalement ce sont un petit peu les impressionnistes qui ont fait prédominer cette idée du motif comme juste prétexte pictural de représentation, alors que j'ai découvert, enfin je redécouvre avec vous qu'effectivement c'est vrai que au sein du réalisme même avec Courbet, mais surtout peut-être avec Manet, peut-être encore un peu plus, le motif prédomine sur l'importance du sujet et devient finalement presque plus central que la manière dont on représente ces choses-là. Après, c'est vrai que moi, je vois ça aussi via le prisme. Je suis spécialiste de l'abstraction géométrique, donc c'est vrai que, notamment chez Mondrian, le prétexte de la nature morte a été très important pour ça. Mais je me demandais simplement si, est-ce que, à votre avis, on pourrait dater à peu près l'importance du motif dans le second 19e, la prédominance peut-être plutôt du motif au second 19e, avec Courbet, Manet, ou un petit peu plus tard. Enfin, qu'en pensez-vous? Je suis curieuse de... Vaste question. Ce que je voulais montrer, c'est un intérêt justement, et vous le venez de dire aussi avec vos mots, à faire trianguler les catégories, et puis Perlucci l'a fait aussi, entre motifs, genre, style, thème, donc, et on ne peut pas les séparer comme si c'était des schémas différents. Et en fait, c'est comme si après l'histoire de l'art, elle est dans un vortex, et plus on avance, et plus c'est une sorte de mixeur qui va rendre la chose plus complexe en quelque sorte, parce qu'on voit les côtés, comment dire, les prétextes en quelque sorte, c'est-à-dire, voilà. Et ce que je voulais montrer, c'était en effet que peu importe les genres, si différents soient-ils, chez Courbet, on va apparaître voilà, des motifs qui n'ont pas lieu d'être dans ces genres. Donc voilà, c'est plutôt ça la question. Après, concernant l'histoire de l'art, je trouve qu'il y a un passage pas très reconnu entre Courbet et Manet, qui me semble évident, et que Cézanne a su relire a posteriori. C'est-à-dire, si vous lisez les écrits de Cézanne, il en parle très clairement. Et donc, voilà. Et donc, il reconnaît comme une sorte de nouvelle manière de faire. Et donc, Courbet, c'est un peu une sorte de mon point de vue, voilà, c'est comme entre deux traditions. Une tradition très forte liée à une manière de faire artisanale, hollandaise, tout ça, et une manière moderne qui va, voilà, pour synthétiser. Donc, c'est vraiment entre les deux. Et c'est pour ça que la question du réalisme est gênante, parce qu'il fige cette dynamique, ce mouvement que Courbet a, voilà, de passer d'une période à l'autre, en quelque sorte. Voilà. Bon, je reprends le micro. Concernant je vous vois pas. Oui, concernant votre intervention, merci également parce que j'ai trouvé que ça interrogeait énormément, ça m'a fait me poser énormément de questions.
Peut-être une simple remarque / question. N'avez-vous pas peut-être peur avec ce genre d'intervention finalement de participer à la surnumérisation des musées et à peut-être un petit peu effacer un petit peu le côté rencontre avec l'œuvre qu'on peut avoir? Je sais que vous présentez ça effectivement comme une lecture complémentaire, comme quelque chose qui va venir compléter cette rencontre, mais je me demandais que pensez-vous finalement de cet enjeu de la numérisation des musées qui aujourd'hui, on en fait tous face et parfois c'est un petit peu compliqué. Alors, deux réponses. La première est tactique. On doit faire avec. C'est-à-dire qu'il y a une transformation de la société, il faut l'accompagner. Étant donné qu'il y a un potentiel de renouveler les pratiques à travers les numériques, il faut s'opposer à des utilisations qui semblent faire baisser un peu la présence d'un paradigme herméneutique dans notre société. C'est-à-dire qu'on voit seulement des informations. Et il n'y a plus l'idée de travailler, de mobiliser la connaissance. On travaille seulement avec les informations. Quand on a l'information, apparemment, c'est fait. Donc, en tant qu'universitaire, j'ai vraiment besoin de réinscrire et défendre un paradigme herméneutique. Ça, c'est l'aspect tactique. Il y a aussi un aspect stratégique que je veux assumer, c'est-à-dire je ne suis pas contre l'effet qu'il faut continuer à médier la rencontre avec les choses. J'ai des amis qui font des expositions d'art contemporain, ils ne veulent pas mettre des didascalies, parce qu'il faut avant tout regarder. Ensuite, il y a peut-être, je ne sais pas, de livres publiés où le spectateur peut essayer de reconnaître les tableaux à partir de la petite publication, etc. Mais c'est pour dire l'aspect perceptif prime, l'emporte sur tous les restes. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce type de prise de position. Il y a des préjugés, parce que, par exemple, quand s'il y a une culture gastronomique, c'est parce qu'on a appris à médier notre relation avec un repas, avec des mets. Et donc, pour rencontrer la cuisine indienne, il faut lire des choses, il faut avoir un récit, peut-être du restaurateur. Donc, la multiplication des accès au sens d'un objet culturel est fondamentale. Et cette idée qu'on peut faire tout seul et de faire une expérimentation totalement subjective et perceptive, c'est un peu comme on disait dans le XXe siècle, l'œil innocent ne voit rien. Je suis un peu dans la même posture, c'est-à-dire d'accord en circuit de la subjectivité, d'accord pour préserver in vivo la relation, mais il faut ajouter aussi les autres circuits de signification. Autrement, on a la prétention c'est un peu comme la vérité, les fake news, etc. On a la prétention d'être des interprètes illuminés sur les questions. On a besoin des garants, on a besoin de lectures, on a besoin de médiation. Okay. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'il va falloir malheureusement arrêter là. On retiendra surtout l'idée d'apprendre des œuvres à partir des autres œuvres. Merci à nos deux intervenants. Et merci encore au public.